Plan d'assistance humanitaire d'urgence, à peine 24 heures du lancement par le Premier ministre, déjà 236 millions de francs CFA ont été collectés par les élites des régions du sud-ouest et du nord-ouest pour soutenir les personnes déplacées internes, estimées à près de 74 500 âmes, et pour les victimes des exactions de la crise anglophone. Puisqu'on parle de crise, et les CAM a été secoué pendant plusieurs semaines par une crise due à la gestion de son personnel, et le président du conseil électoral et le directeur général de la même structure étaient à Douala pour remobiliser les troupes et apporter un climat de confiance. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de la rétrospective de l'information de la semaine qui s'achève. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Premier ministre Philémon Yang, sous haute instruction du chef de l'État, a annoncé la mise en place du plan d'assistance d'urgence humanitaire pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Nous revenons sur ces détails. Voici que la crise anglophone oblige le Cameroun à mettre sur pied un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour le nord-ouest et le sud-ouest. Après 120 incendies enregistrés, 123 attaques pour près de 200 morts civils et militaires, 2 milliers de déplacés, 75 000 personnes ont besoin d'aide, soit 66 500 au sud-ouest et 8 500 au nord-ouest. Il faudra pour cela débourser la somme de 12,7 milliards de francs CFA. Ce plan d'urgence, prescrit par le président de la République Paul Biya, est présenté ce 20 juin à Yaoundé par le Premier ministre Philémon Yang, en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Pour ce faire, les domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires. L'accès au logement, la fourniture de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, les soins de santé, l'éducation, le logement, la protection et la reconstitution de documents individuels. Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence sera piloté par un comité ad hoc coordonné par le ministre de l'administration territoriale. Ça va se faire immédiatement. C'est des instructions du chef de l'État sur la coordination du premier chef du gouvernement. Donc nous devons nous exécuter immédiatement. Donc il n'y aura pas de temps de répit. Parmi les points prioritaires, la réhabilitation des établissements avant la prochaine rentrée scolaire, les centres de santé et surtout l'assistance et le réconfort des déplacés internes et des réfugiés, un peu plus de 21 000, au Nigeria. Le gouvernement, pour ce plan qui s'étend sur 18 mois, dit compter sur la solidarité nationale et internationale pour résoudre le plus vite possible cette crise. Et pour parler de cette actualité, nous recevons sur ce plateau Essomba Ambroise Luison, docteur en droit public, chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, enseignant, chercheur et universitaire. Bonjour, docteur. Bonjour, Robert Charles. Je suis honoré d'être invité ce matin, une fois encore, pour essayer d'analyser de manière profonde l'actualité qui aurait marqué la semaine qui s'achève. Docteur, déjà, de prime abord, pourquoi c'est le Premier ministre qui annonce une telle décision? Pour vous répondre, je dois convoquer l'article 5 de la Constitution qui dispose clairement que le président de la République conçoit la politique générale de la nation. Et l'article 11, alinéa 1, dispose clairement que le Premier ministre, chef du gouvernement, en est chargé de son application concrète. Donc ça veut tout simplement dire que on a respecté, la légalité, puisque le Premier ministre est considéré un peu comme le maître d'œuvre et le président de la République comme l'architecte. Oui, et parlant de ce plan d'assistance d'urgence humanitaire, quelle analyse faites-vous de ce plan-là? Ça veut tout simplement dire que le chef de l'État a pris la pleine mesure de la gravité de cette crise et monte sur le créneau. Vous savez, nous avons appelé de tous nos voeux que le président de la République était la seule personnalité qui pouvait, avec les moyens dont il dispose. Vous savez, la présidence de la République, l'institution présidentielle est celle-là qui exerce les charges les plus nombreuses, les charges les plus prestigieuses. Et c'est en raison pour laquelle, lorsque nous sommes en présence d'une crise comme telle, on a toujours appelé de tous nos voeux que ce soit le président de la République lui-même qui monte au créneau parce qu'il est
entre parenthèses, on le dit, le père de la nation. Et vous savez, quand les enfants crient dans les chambres, ça ne vaut toujours pas la peine d'envoyer les saints. Il faudrait que le Dieu lui-même s'en aille sur le terrain et regarder. Donc, le président de la République a fait cette sortie. Ça démontre donc qu'au départ, on avait insinué qu'il n'y avait pas un problème. Mais aujourd'hui, le président de la République comprend donc qu'en profondeur, il y a un problème qu'il faille régler. Parce que lorsqu'un État est en crise, et une crise qui dure pendant longtemps, déjà 2 ans, ça veut dire que lui-même, il a compris qu'il faudrait monter au créneau. Et nous avons indiqué que, et avec pertinence, qu'à défaut d'une communication, à défaut d'une descente sur le terrain du président de la République, il était quand même de bonne intelligence que le président puisse faire une communication spéciale s'agissant de la résolution de cette crise. Oui, docteur Louison Nsumba, on parle d'assistance d'urgence humanitaire aux populations. Oui. N'est-ce pas là des mots forts que cache l'État derrière ces mots-là? Je dois pouvoir vous dire que quand on parle d'une assistance humanitaire, il faut pouvoir évoquer ici l'idée de ce que l'État veut pas, cette assistance, jouer un rôle dans la résolution de cette crise. Or, moi je pense pour ma part qu'on ne pourrait pas procéder à une assistance humanitaire dans une situation de crise. Donc, autant mieux chercher d'abord la résolution de la crise, juguler la crise, ramener la paix, et maintenant là, procéder à des actes forts, justement, d'aide humanitaire, de reconstruction. Or, moi, j'aurais souhaité peut-être que l'expression soit beaucoup plus fine et convaincante, telle qu'un plan d'urgence de sortie de crise. Et une fois que nous sommes sortis de la crise, et par là donc, on peut mettre un plan d'urgence d'assistance humanitaire pour pouvoir accompagner les populations dans le cadre de la reconstruction, par exemple, des écoles, dans le cadre justement de ramener et de dissuader ceux qui se sont réfugiés du côté du Nigeria et les personnes déplacées hors, toujours à l'intérieur de l'espace territorial camerounais, mais qui reviennent à leur localité d'origine. Ça veut aussi tout simplement dire, M. Charles Robert Itop, que le président de la République comprend désormais que la paix, et sans la paix, justement, toutes les opérations qui sont prévues, telles que les opérations électorales, qui sont nombreuses et prévues, ne peuvent pas se tenir dans de bonnes conditions et on ne peut pas avoir des opérations électorales transparentes tant que la crise perdure. Oui, docteur Louison, face à cette crise qui s'enlise au fil des jours, qui est en train d'aller inéluctablement vers une impasse, j'ai envie de le dire ainsi, oui. Est-ce qu'une assistance d'urgence était-elle opportune pour aller vers la résolution de cette crise? Vous savez, je voudrais d'abord revenir un peu dans le principe. Vous savez, un État est tenu de l'obligation de protéger ses populations, de protéger toutes les populations vivant sur son territoire. Ça, c'est un sacro-saint principe prévu par le droit international et même par les instruments juridiques internationaux. Mais ce qu'il faut savoir, et je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez, il faut d'abord que la crise soit jugulée, que la paix revienne. Et qu'une fois que la paix soit revenue, c'est donc utile en ce moment-là de mettre une assistance humanitaire. J'allais dire, de prendre donc des mesures d'apaisement, des mesures de reconstruction et des mesures de développement. Or, pendant que la crise sévit, voilà une crise qui allait, pour emprunter une expression espagnole, de Guatemala à Guatepeor, c'est-à-dire de mal en pis, on se rend compte qu'on ne peut pas procéder à des actes humanitaires tant que la crise n'est pas totalement achevée. Je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. L'État camerounais devrait, on ne va pas jeter dessus, on ne va pas cracher dessus, c'est déjà, comme je l'ai démontré tout à l'heure, la vitalité de l'action du président de la République qui recherche par tous les moyens à ramener la paix. Mais penser d'abord à une assistance humanitaire sans que la crise ne soit totalement achevée me paraît être, je ne veux pas dire une incongruité, mais me paraît être quelque chose de mal positionné. Donc il faut d'abord ramener la paix et voir dans quelle mesure poser dans des actes d'envergure s'agissant de la reconstruction. Docteur Louison, on parle de 12 milliards et ces 12 milliards devront être collectés dans les poches des Camerounais. N'est-ce pas là l'État qui fuit son devoir? Non, l'État ne fuit pas ce devoir. Vous savez, un État ne saurait fonctionner sans des ressources financières. Peut-être que ça peut peser sur le contribuable, mais
tant qu'il est nécessaire de ramener la paix et d'utiliser tous les moyens possibles dont l'État dispose, je crois que ce serait toujours bienvenu. Moi, je pense que les 12,5 milliards qui sont mis à la disposition de l'aide humanitaire, c'est une somme bien pensée, mais ce que je dis tout simplement, c'est que cette somme mériterait donc d'être, utilisée et à bon escient, dans le sens justement qui est prévu par cette ambition de reconstruction et d'aide à l'assistance humanitaire. Docteur Luison, moi j'ai une préoccupation. Vous avez parlé de cet État qui aurait mis la charrue avant les bœufs. Ne pensez-vous pas que vous qui scrutez au quotidien la politique camerounaise, n'est-ce pas là pour l'État de jeter déjà les jalons d'une médiation? Oui, on peut. Je l'ai indiqué tout à l'heure dans le propos prélégomènal que lorsque l'État lance d'abord une assistance humanitaire, c'est un mécanisme de recherche de voies de résolution de la crise. Mais il faut pouvoir indiquer que quand le président de la République le fait, à partir de ce... Puisque vous avez l'expression qui est retenue, c'est plan gouvernemental, vous voyez, d'assistance humanitaire d'urgence. Ça veut donc dire que la lecture en profondeur qu'on puisse faire de cela, c'est simplement que l'État camerounais a coupé l'herbe sous le pied à toute intervention prétendument humanitaire qui devait être entreprise par les puissances étrangères pour pouvoir infiltrer et s'ingérer dans la gestion des affaires internes du Cameroun. Donc, voilà la lecture que nous devons faire de ce plan d'assistance humanitaire. En réalité, le président démontre aussi par là qu'il n'y a pas une marginalisation, une discrimination entre les populations, entre les citoyens camerounais. Si une partie du territoire est en crise et qu'il faille débloquer, et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, une colossale somme d'argent pour réparer et refaire des investissements, je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la légalité. Donc, Robert Charles-Top, pour ce résumer et pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit en fond de cette assistance humanitaire, l'État a plutôt anticipé sur les interventions prétendument humanitaires qu'auraient pu actionner les puissances étrangères. Et l'État par lui-même veut régler le problème sans que les États étrangers s'y mêlent. Parlant de cette somme d'aide d'urgence aux populations du sud-ouest et du nord-ouest, les élites de ces localités ont déjà collecté une colossale somme de 236 millions. Bran Kamga et Serge Alain Zebou reviennent sur les détails. Les élites du nord-ouest et du sud-ouest donnent le coup d'envoi de la solidarité nationale, du plan d'assistance humanitaire d'urgence, de la crise anglophone. Leur contribution 24 seulement après le lancement du plan s'élève à 236 452 000 francs CFA. 118 millions sont contribués séance tenante ce jeudi 21 juin 2018 à l'hôtel de ville de Yaoundé. 14 millions sont apportés en chèque, 1 million par mobile money et 103 millions en promesses. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, préside cette cérémonie avec la contribution des membres du gouvernement, des parlementaires, des directeurs généraux des sociétés publiques et privées, les hommes d'affaires et responsables de l'administration. Donc le message est clair, ça veut dire que les terroristes seront isolés. C'est une minorité qui a voulu perturber la quiétude des populations et le peuple camerounais se lève comme un seul homme pour dire non au désordre, oui au plan d'urgence décidé par le chef de l'État. Un quota minimal de contribution a été proposé allant de 2 millions pour les ministres et assimilés à 50 000 francs pour les chefs de service et autres fonctionnaires. Des contributions individuelles s'avaient également importantes avec une promesse de 50 millions de francs CFA du milliardaire camerounais Baba Dampoulou. C'est donc parti pour cette solidarité nationale et internationale. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence prescrit pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest par le président de la République Paul Biya prévoit 12,7 milliards de francs CFA pour venir en aide aux déplacés, reconstruire les édifices publics et renforcer la sécurité. Docteur Luison Essomba, pensez-vous que cet élan de cœur, cette générosité des Camerounais viendrait-elle vraiment redonner confiance à ces populations déplacées des zones en crise?
Robert, je dois pouvoir vous répondre simplement en vous indiquant que les résolutions de cette crise ne peuvent pas simplement emprunter des voies humanitaires et militaires. Il faudrait à cela associer justement, comment dire, un recouvrement, comme on venait de le voir, d'une somme d'argent comme celle-là, pour pouvoir aussi redonner confiance. Parce que quand on dit aux populations, écoutez, on va reconstruire, on va apporter des mesures de développement, je pense que ce sont des mesures qui consistent à, comment dire, à gagner en assurance. Donc les populations ne vont pas cracher sur ces mécanismes de résolution des crises, surtout quand ils empruntent des voies financières comme celle-là pour pouvoir reconstruire. Parce que vous savez, un célèbre auteur, Jean Baudin, disait que l'argent, c'est le nerf de la République. Et vous voyez, avec maintenant cet argent, ça peut redonner véritablement confiance à nos populations qui sont apeurées, qui sont terrorisées, qui sont déplacées, et même pour celles qui se sont réfugiés du côté du Nigeria. On parle de passerelles pour résoudre cette crise et on voit directement des médiations. Pensez-vous aujourd'hui, selon vous, quel type de médiateur ou de médiation devrait-on mettre en place pour une résolution pacifique et calme de la crise qui secoue les deux régions anglophones au Cameroun? Oui, le profil est simple, c'est-à-dire il faudrait que, et ça, vous voyez, je remonte toujours au sommet, parce que le président, dans la structuration de notre État, est celui vers qui tout part et celui vers qui tout remonte. Donc le président de la République doit donc mettre en place, comment j'allais dire, des commissions. Et ces commissions doivent donc être structurées et composées des personnes telles que le clergé, c'est-à-dire que les autorités religieuses, peut aussi penser sur des personnes qui ont une certaine notoriété. Je peux évoquer l'aspect des anciens ministres, des anciens premiers ministres. On peut mettre également dans le lot les chefs traditionnels. Vous voyez, on fait une composition presque hétérogène de tous les membres qui ont une influence notable. Parce que le profil net, serait difficile à trouver. Mais quand vous parlez d'influence notable, nous savons qu'ils sont nombreux à être passés sur des fauteuils rutilants et qui se retrouvent aujourd'hui en Kondengui, ou alors qui auraient un passé flou. Ils sont très peu que nous connaissons, qui sont passés à ces postes de responsabilité et qui ne sont pas suivis aujourd'hui par la justice. Donc quand vous parlez des anciens premiers ministres et autres, certains sont frappés par l'âge. Oui, oui. Donc, je suis un peu dubitatif face à cette analyse, docteur. Oui, quand je parle des anciens premiers ministres, bon, il y a déjà Peter Mafani Moussongue qui a la manette, qu'on a vu, c'est-à-dire qui est un ancien premier ministre, et donc je dois vous dire qu'il y a une certaine légitimité. Parce que quand le président de la République, pour la résolution de cette crise, avait envoyé Yann Philémon de ce côté-là, moi je dois vous dire, j'ai été reçu par le premier ministre, je crois que c'était le 22 février 2016, c'est une personnalité qui est complètement, au regard de sa carrière, qui était complètement coupée de sa zone d'origine. Et il me l'a dit. Et ça fait de sorte que c'était très difficile pour le Premier ministre, justement, d'aller régler cette crise. Et même si, et ça je l'évoque, vous savez, c'est la Constitution qui... Quand le président de la République l'envoie sur le terrain, je venais de vous dire, c'est justement lui qui doit aller sur le terrain parce que c'est lui qui en est chargé de l'implémentation et de l'application pratique de cette politique générale conçue par le président de la République. On peut évoquer une question de légitimité, mais moi je dis, le président de la République peut, quand vous évoquez une histoire de profil, peut-être que les premiers ministres ne vous semblent pas convaincants, on peut donc, sur le profil, comment dire, des gens qui ont une certaine intégrité, des gens qui ont une certaine popularité, pour essayer de résoudre cette crise. Vous avez vu, on a évoqué en passant le nom de Samuel Eto'o à un moment donné. C'est possible, mais il ne peut pas y aller seul. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je voudrais dire chez Robert, c'est simplement qu'il faut constituer une équipe. Et une équipe donc qui a à sa tête le président de la République, avec lesquels ils vont descendre sur les zones querellées. Docteur, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Il faut constituer une équipe. Vous savez que la première équipe qui avait à sa tête le Premier ministre Philémon a échoué. Nous savons tous que cette équipe a échoué. Donc, au-delà des personnes physiques, en termes de qualité, quelle qualité devraient avoir ces personnes? Mais ce sont des gens d'abord d'une intégrité reconnue. Ça doit être des gens, comment dire,
qui ont quand même marqué l'histoire. Vous savez, je voulais vous prendre un exemple. Si vous avez Cléda, ou bien vous avez Christian Toumi, peut-être à la tête de cette commission de résolution de ces crises, moi je dois vous avouer que c'est quelque chose qui peut avoir un effet productif. Donc, s'affirmer sur des critères ou des profils nets, moi je ne pense pas. Mais ce qu'on doit simplement dire, c'est de rechercher des personnalités d'une certaine notoriété qui peuvent utiliser leur carrure, leur envergure et surtout, comment dire, les liens qui sont attachés à leur personnalité pour pouvoir résoudre ces crises. Mais moi, je vais revenir, Robert, sur le fait que le président de la République lui-même devrait monter au créneau. Et nous appelons de tous les vœux, et c'est ce que nous avons toujours dit, ne serait-ce qu'une communication spéciale sur cette crise anglophone, vous allez voir, elle va apaiser beaucoup de choses. Et si le président de la République a de l'énergie suffisante et de la force de descendre au niveau des zones querellées, je pense que ce serait davantage utile pour juguler et ramener la paix dans ces zones dites anglophones. Parlant de crise et les camps dans la tourmente, le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, est passé avec le président général des élections à Douala, question de sonner la fin de la récréation et de rétablir un climat de confiance au sein de cette structure très importante pour les élections à venir. Une nation doit être plus forte que les hommes. Nous voici donc à Douala aujourd'hui. Comment est-on arrivé à tous ces désordres? Je crois que ce n'est plus l'heure de donner des accusations, de toucher des accusations à tort à travers. L'heure est maintenant à la remobilisation totale. Ces paroles du président du conseil de l'ECAM devant le personnel en fonction dans les démembrements de la région du littoral ce 21 juin dévoilent le souvenir de la relation nuageuse qui a prévalu entre le conseil et la direction générale des élections avant les changements à la tête de l'organe technique qui gère les élections. Une relation tumultueuse que les dirigeants des deux organes principaux veulent dépasser en restaurant un climat de confiance. Il n'y a pas un problème de texte chez nous, c'est un problème d'homme. Les gens viennent avec leur égo et leur égoïsme pour gâter le travail de tout le monde. Cela est fini maintenant. Quand on travaille ensemble, c'est plus facile que quand on travaille seul. C'est ça la sagesse aussi. Moi, je suis un enfant de l'église, je ne vais pas dire comme les gens de l'église. À l'église, on est toujours en paix, dans l'amour, dans la fraternité. Après les régions du centre et du sud, le duo Eno Abraham Egbe et Eric Kessoussé arrive dans une région du littoral où les besoins en ressources humaines et matérielles n'attendent qu'à être comblés. Au finish, c'est un message de motivation et de ralliement qui a été transmis au personnel ici à Douala pour définitivement tourner la page des suspicions et du climat délétère qui avait élu domicile dans le quotidien de l'ECAM. Docteur Louison Essomba, quelle analyse faites-vous de cette action menée par la nouvelle équipe de l'ECAM? C'était une action opportune et nécessaire parce que vous savez, lorsque la maison ou la structure, pour rester juridique, lorsque la structure qui a la mission, qui a la charge d'organiser les élections est en proie ou en déconvenu, ça ne fait pas toujours bien pour l'image d'un pays. Vous savez, l'ECAM a besoin de crédibilité et même de légitimité des personnalités qui ont la charge, la lourde charge de conduire le processus électoral. Donc, les deux dirigeants, c'est-à-dire le directeur général et le président du conseil électoral, ont joué là un rôle très important pour essayer de permettre à la population et surtout aux citoyens camerounais de comprendre qu'il n'y a plus de péril à la demeure. Désormais, le peuple camerounais doit faire confiance à cette structure et l'ECAM en allant maintenant sur le terrain toucher du doigt d'un certain nombre de choses. Donc, moi je pense que la sortie de ces deux personnalités permet aujourd'hui de rassurer sur la crédibilité de l'institution et l'ECAM. Parlons des élections, Dr Louison Essomba. La deuxième session annuelle de l'Assemblée nationale a été marquée, entre autres, par des murmures d'une prolongation des mandats des députés des conseils municipaux. Selon vous, qui êtes un homme politique, un homme politique
parce que vous observez la scène politique. Qu'est-ce qui peut motiver légalement une telle mesure? Je dois pouvoir convoquer pour vous répondre l'article 15, alinéa 4 de notre loi fondamentale, qui dispose très clairement que, en cas de crise grave, le président de la République peut consulter le président du Conseil constitutionnel et prendre les avis des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire la chambre, le bureau de la Chambre du Sénat et celui de la Chambre de l'Assemblée nationale, et donc peut donc demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Donc la lecture, au fond, c'est simplement que cela démontre que le président de la République encore demeure celui-là qui est le maître du jeu électoral, si vous voulez en clair, la clé de voûte des institutions. Parce que lorsqu'il il propose, parce que c'est encore en proposition, lorsqu'il fait une proposition de mandat, de prorogation de ce mandat, ça veut tout simplement dire qu'il y a de là, au fond, une stratégie politique qui voudrait que, vous savez, l'élection présidentielle... Est-ce qu'on ne peut pas voir en cela une impréparation, puisque ces crises que vous annoncez, dont vous parlez, existent depuis au moins 2 ans? Pourtant, en début d'année, le président avait parlé pourtant annoncé une année électorale, avec toutes les élections. Quelques mois après, on murmure déjà une proposition de prolongation des mandats des députés et des conseils municipaux. C'est la preuve claire que rien n'était préparé d'avance. Parce que ces crises existaient déjà en début d'année. Oui, pas du tout. Ce qui peut peut-être gêner, c'est que les raisons qui ont été avancées pour motiver cette prorogation, et je peux les résumer en 2. Il y avait l'idée du chevauchement des opérations électorales et l'idée de la résolution de la crise dite anglophone et surtout de la guerre asymétrique que le Cameroun vit contre la secte Boko Haram. Donc, la deuxième raison me semble fondamentale et me semble conforme à l'idée de crise grave qui est évoquée par la Constitution. Or, celle qui est relative justement au chevauchement des opérations électorales me semble un argument spécieux. Parce qu'en réalité, vous l'avez dit, le président a annoncé une année électorale et on voit comment sur le terrain, la structure qui en est chargée de cette implémentation pratique s'active. Donc moi je pense que le premier argument est spécieux, mais c'est le second argument, puisque j'ai décidé de les résumer en 2, qui me semble plutôt de poids, parce qu'on ne peut pas tenir une élection ou bien des élections dans des circonstances de crise, dans des circonstances exceptionnelles de guerre, dans des circonstances où les députés, et même ils l'ont évoqué dans les préparations, ne peuvent pas descendre sur le terrain au niveau des 2 zones dites querellées pour essayer de battre campagne. Donc moi je pense que c'est conforme à la loi, cette idée de prorogation, mais simplement que le premier argument ne semble pas coller à la réalité de cet article. Parlant de résolution des crises, le ministère de l'enseignement secondaire dans le système éducatif camerounais vient stopper net la prolifération des livres en instaurant un livre unique par matière, une décision qui vient s'aimer le trouble parmi les acteurs du secteur de l'éducation. Mariam Adja revient sur les détails. Un seul livre par matière dans le système éducatif camerounais dès septembre 2018. Une décision ministérielle qui vient harmoniser les contenus des programmes sur tout le territoire national. Plus besoin d'avoir plusieurs livres d'une même discipline. Les charges des parents à la rentrée scolaire se réduisent. Maintenant, tu peux faire un budget. Nous avions des situations telles que on paye carrément des livres scolaires à hauteur d'une pension d'un enfant d'un petit établissement scolaire dans certains établissements privés. Je veux que cette décision s'applique à tous les établissements, même soi-disant établissements de qualité. La décision est également la bienvenue pour les éditeurs qui décriaient déjà les conflits d'intérêts et l'amateurisme dans l'élaboration et l'édition du livre. On ne va pas se sentir mal par rapport à cette décision, encore que c'était du superflu de proposer 3-4 ouvrages par matière sans que le fondement ou bien le fond même de l'ouvrage soit consistant. Ça n'allait pas pour l'image même, ça n'élevait pas l'image de l'éditeur. Donc c'était de n'importe quoi qu'on proposait aux parents. Au Poteau, lieu de vente du livre de seconde main, c'est la rogne. Je ne m'en sors pas très facilement parce que j'ai vendu beaucoup de livres l'année dernière à mes clients. Quand ils reviennent pour me revendre ce livre, on leur dit toujours que ces livres sont hors programme.
et ça devient très compliqué. Très compliqué au niveau du poteau. Il faut maintenant faire avec des livres neufs. Il faut avoir des moyens pour les acheter, pour revendre. Les libraires parlent de désordre dans la gestion du livre qui est très loin d'être harmonisé. Vous allez prendre l'exemple de Basic English par exemple, de l'éditeur Cosmos, qui a été maintenu de classe 1 à classe 2 et de classe 3 à classe 6, on a enlevé du programme. Je pense que c'est purement et simplement du désordre parce que je ne sais pas, l'enfant qui fera la classe 2, quand il se repère c'est quoi pour aller en classe 3. C'est un autre livre qui est d'un autre éditeur, je ne pense pas que c'est approprié. Le livre choisi pour chaque matière aura une durée au programme de 6 ans, renouvelable. Docteur Luizel Somba, votre analyse face à cette décision des enseignements secondaires de mettre un thème à la cacophonie quant à la programmation des livres au programme? Robert, ce n'était pas guère de savoir que sur une matière, on dispose pratiquement de 4 à 5 livres. Et vous voyez, aujourd'hui, il faut encourager l'éducation. Et un célèbre auteur, penseur, disait que lorsque l'éducation n'est pas encouragée et lorsque les portes d'une école se ferment, ce sont plutôt les portes des prisons qui s'ouvrent. Ça veut donc tout simplement dire qu'avec ça, avec cette mesure, ça va encourager les parents à acheter les livres uniques pour les enfants. Parce que vous allez vous dire, il y avait cette mutation chaque année des livres, ça faisait de sorte que ce n'était plus utile pour les parents. Vous savez, moi, j'ai utilisé le livre de mon grand frère. Et après, moi, mes petits frères ont utilisé le même livre. Vous voyez donc que c'est plutôt productif pour les parents de savoir qu'avec l'achat d'un livre par matière, c'est plus économique et ça incite les parents à envoyer les enfants à l'école. Est-ce que vous avez entendu parler de la société d'économie mixte, la SMID, qui est en train de prendre corps dans la ville de Douala? Oui, j'ai suivi cette actualité brûlante. Je pense que c'est implémenté par le délégué du gouvernement et il le faut, Robert Charlitok, dans une région comme celle de Douala, où nous allons accueillir d'ici peu la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous savez, Douala reste, comment dire, la métropole, ou du moins, je vais par là dire quoi, la vitrine de l'État du Cameroun, puisque c'est la région économique de notre État. Donc, les moyens qui doivent être mis dans le sens de faire développer cette région me semblent toujours les bienvenus. Et c'est une idée ingénieuse du délégué du gouvernement qui mérite d'être encouragée en ce sens. Nous allons donc écouter l'avis de certains Camerounais face à cette initiative implémentée par la communauté urbaine de Douala qui vise à apporter un plus dans la ville de Douala. C'est une très bonne initiative. Moi-même, j'ai souscrit. Et ça va permettre à la ville de Douala d'avoir un instrument de développement accéléré en plus de financement public. Ça va nous permettre d'être éligibles à des financements de banques qui vont accompagner les projets. Par exemple, la SMID peut nous permettre très rapidement, dès le démarrage des travaux, de créer un centre d'affaires, un centre de conférence à Douala qui n'existe pas. Douala ne peut pas accueillir même le congrès d'un grand parti. Vous voyez de quoi je parle, par exemple, du mien. Parce qu'il n'y a aucun endroit. Donc la SMID va être cet instrument qui permet à ce qu'en dehors des règles de financement public, nous puissions lever des fonds pour réaliser des ouvrages nécessaires au développement, à la modernisation de la ville de Douala. Je dis à tous les citadins que le premier retour sur investissement qu'il a en souscrivant les actions de la SMID, c'est qu'il participe au développement de cette ville, notre ville. Moi, je suis né ici. Je crois que je vais mourir ici aussi. Donc, c'est la ville que nous avons héritée de l'histoire. La deuxième chose, c'est que quand vous participez à la SMID, vous donnez un moyen aussi de suivre les différents projets pour le développement. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien de se cacher derrière en disant « Non, moi, je ne vais pas ». Ce n'est pas l'entreprise personnelle du docteur Antonin Tonnerre ou d'un groupe de personnes, ni d'un parti politique. C'est une entreprise qui appartient à tous les Doualiens. Nous avons par exemple participé il y a quelques années à une campagne pour planter les arbres. Ici à Douala, vous voyez comment la Belle-Sec est devenue agréable, surtout le long du port et plus loin encore dans la plupart des artères de la ville.
Et si on avait la SMID à l'époque, cette campagne aurait pu être amplifiée, faite à une échelle beaucoup plus importante. Donc je pense que le moment est venu que chacun prenne conscience qu'il doit participer au développement de cette ville, et le cadre de la loi de la décentralisation le permet. Donc la SMID est un formidable instrument pour pouvoir accélérer cela. Douala a un besoin de près de 1500 milliards pour répondre à tous ces besoins. Vous savez que nous sommes à peu près plus de 35% de tout le PIB de la sous-région d'Afrique centrale. Douala, lui seul. C'est une grande région, mais qui manquait d'instruments formidables pour accélérer le développement. Avec la SMID, on va construire un marché digne de ce nom, par exemple en Bopi ou ailleurs, et libérer la voie publique. Avec la SMID, on pourra construire des projets d'intérêt collectif qui permettent à ce que Douala devienne. Donc ça va être équilibré sur toute la ville, et surtout c'est rentable, puisqu'on va investir dans des secteurs où les investissements remboursent l'argent qui a été dépensé. Un centre de conférence doit être loué par les usagers, les entreprises, les organisations. Donc ce n'est pas quelque chose de jeter de l'argent qui part. Évidemment, il faudra des hommes et des femmes compétents pour accompagner le fonctionnement de la SMID avec des administrateurs qui comprennent de quoi il s'agit. Donc moi j'ai confiance, je suis optimiste et c'est une très bonne initiative. Il faut que ça réussisse, mais vous savez, la campagne d'information doit être aussi studieuse, permettre à ce que tout le monde comprenne, parce que certains gens pensent que c'est pour la gloire du délégué ou pour tel groupe, ou bien parce qu'ils vont perdre l'argent. Tout cela, il faut lever cela par l'explication. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette explication à mon niveau. Le problème des réfugiés au Cameroun ne s'oppose pas en tant que réfugiés, mais en tant que caractère des individus. Et ils sont venus de 28 pays pour se réfugier au Cameroun, et on les dénombre à près de 676 000 réfugiés. Lille Pidjou revient sur les détails. Ça fait 10 ans que cette Centrafricaine est installée au Cameroun. Malgré l'hospitalité légendaire du peuple camerounais, elle subit des misères. Tantôt on vient chez toi, on te bastonne. Tantôt on entre chez toi, on file la maison, que tu es centrafricain, tu es venu faire quoi ici au Cameroun? Ils sont des centaines de milliers de réfugiés et demandeurs d'asile à travers le monde à vivre dans des conditions déplorables. L'espoir a foutu le camp et le bout du tunnel s'éloigne. Beaucoup de réfugiés ne travaillent pas, ce qui rend difficile leur insertion ou leur autonomisation prévue avec des conséquences telles que éviction des maisons louées par les réfugiés, faute de paiement, habitation de maisons en chantier. Le problème du réfugié ne se pose pas en tant que réfugié, mais le problème du réfugié se pose en tant que caractère des individus. J'ai été gouverneur de la région de l'Est, je sais de quoi je parle. Lorsqu'un être humain est né violent, ce n'est pas le type de réfugié qui va l'amener à se comporter autrement. Le Cameroun, à ce jour, compte près de 673 000 réfugiés venus de 28 pays. La majorité originaire de la République centrafricaine et du Nigeria. Le Haut Commissariat pour les réfugiés devient de plus en plus impuissant face à leur recherche effrénée d'assistance. Ce que nous comptons faire, c'est de doubler nos efforts avec les autorités de ce pays, avec les autorités régionales aussi, qui ne ménagent aucun effort à nous apporter de l'aide dans tous les domaines socio-professionnels ici à Douala. Ce 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, c'est un appel à la solidarité de tous face à cette situation alarmante des réfugiés. À Douala, cette 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés, présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua, s'est célébrée sous le thème « Avec les réfugiés, nous signons ensemble une pétition ».
Mieux vaut tard que jamais. Si l'Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun, entendue APEC, a officiellement été autorisée en 2016, il n'aura pas fallu un coup de gong pour qu'elle dévoile ses ambitions. Et cela s'est non seulement fait ce mercredi à Douala, mais aussi et surtout, cela s'est magnifié en éclairant l'opinion publique camerounaise sur ses idéologies à travers une conférence de presse présidée par son secrétaire général Jean-Paul Amougou. À la question de savoir quelles sont ses motivations, réponse. Nous sommes des Camerounais, c'est la solution à tout ce que nous vivons, c'est entre nous. Nous devons avoir le courage de nous asseoir, de nous regarder en face, de faire un peu une évaluation de tout ce qui s'est fait, qui est le résultat de beaucoup de choses, de la malgouvernance, du mensonge, et se parler. Maintenant, il faut choisir les interlocuteurs. Ce n'est pas avec du sang en main qu'on discutera. Tout au long de cette conférence de presse, Jean-Paul Amougou a fortement condamné, et avec ténance d'ailleurs, ces terroristes qui opèrent au nord et sud-ouest de notre pays. Pour ces différents comportements devient et odieux. Pour l'APEC, il faut sortir de cette pieuvre pour sauver ce qui reste dans cette partie du pays. C'est pour cette ultime raison que l'APEC va participer aux différentes échéances électorales prévues au Cameroun. Pour eux, c'est une histoire de conviction, d'idées et de détermination. À l'heure actuelle, ce qu'on vit davantage au sud-ouest et au nord-ouest, on fait face davantage à du brigandisme, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'État va trouver une solution. Même si l'APEC n'est pas un parti jusqu'au boutiste, il évaluera tout d'abord ses forces avant de se lancer à ces différentes échéances électorales. C'est aussi pour cela qu'elle reste ouverte à tous et compte sur les citoyens lambda. Pour parler de cette actualité et bien d'autres, nous allons recevoir M. Jean-Paul Ngoumou, président de l'APEC, c'est-à-dire Alliance pour l'émergence du Cameroun. Bonjour, président. Bonjour, Charlito. Je voudrais préciser que c'est secrétaire général. Ah, vous êtes le secrétaire général? Absolument. Ok, d'accord, merci. Merci pour ce rectificatif. Déjà, quelle est l'analyse que vous faites de la condition des réfugiés au Cameroun? Je voudrais dire que la réponse à apporter au problème des réfugiés au niveau du Cameroun, on doit le prendre de manière globale en réalité par rapport à la sous-région. Je crois qu'il faut qu'une concertation, une espèce de plan qui soit mis en place parce que vous voyez qu'on est dans une zone de crise et ça peut arriver à n'importe quel pays autour. Je crois qu'il faut que les différents pays se concertent pour mettre en place un véritable plan et anticipent sur les événements à venir. Au lieu d'être là à tendre la main à la communauté internationale. Vous êtes président, vous n'êtes pas dans le secrétaire général d'un parti politique nouveau. Oui. Ça fait 3 ans qu'il existe, tout à fait. Si ma mémoire est bonne. Quelle analyse faites-vous de la situation de crise que nous vivons aujourd'hui dans les zones anglophones? C'est une crise sociale. C'est une crise sociale qui découle de la malgouvernance, d'un certain nombre de mensonges historiques que nous devons restaurer. Nous avons le droit, chacun d'entre nous, de répondre favorablement à la question de résoudre ce problème. Il ne s'agit pas du seul problème du président de la République. Il faut savoir que c'est nous qui l'avons désigné et qu'il appartient à nous tous maintenant de nous asseoir, de nous regarder les yeux dans les yeux et de se dire des vérités à propos de ce sujet. Et j'invite d'ailleurs les ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest à prendre résolument position sur ce problème. Et l'action menée aujourd'hui par l'État, on parle de plan d'urgence humanitaire d'une valeur de 12 milliards. Selon vous, est-ce que c'est là une sortie des crises ou alors voilà une action qui viendra redonner vie à ces populations qui depuis 2 ans passent par des travers? Je crois qu'on va se situer à 2 niveaux. Sur le plan de la solidarité, c'est une bonne initiative. Maintenant, est-ce que le conflit est achevé? Au risque de recommencer, en réalité. Donc, je crois que dans un premier temps, il faut pouvoir nettoyer le terrain. S'assurer que tout est fait, que tout est revenu dans l'ordre. Et il faut savoir que depuis qu'il est au pouvoir, le président a eu à intervenir de différentes manières lorsqu'il y avait eu ce type de situation. Mais je crois qu'il ne faut pas continuer parce que là, il vient d'y avoir un ajustement budgétaire. Ce n'était pas prévu, donc je ne vois pas très bien où l'État va sortir cet argent. On fait appel à la solidarité nationale, c'est une bonne chose. Mais je dis encore une fois, il faut qu'on arrête de tendre la main à l'international. Et je propose en réalité qu'on mette en place un fonds de solidarité spécial qui permettra de financer, parce qu'il y aura des catastrophes, il y aura des situations et d'autres qui vont arriver au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire. Il y aura des inondations, il y aura des choses de ce genre. Il faut donc anticiper. Donc, ce fonds spécial pourra être financé par les rémunérations
par les prestations et services. Voilà. Revenons un peu à vous. Vous êtes un ex-sociétaire du RDPC, section Yaoundé 5, sauf si je me trompe. Oui. Qu'est-ce qui vous fait partie de ces rangs? C'est la sclérose. C'est la sclérose et puis c'est des choix qui ne correspondent pas à la réalité. Vous savez, on veut construire un pays. Et quand on veut construire un pays, je crois qu'il faut faire des choix sélectifs. Et je vous rappelle d'ailleurs que dans ces circulaires, là, le président du RDPC a souvent mis l'accent sur la qualité des choix qu'on doit faire. Malheureusement, sur le terrain, c'est du copinage, c'est un peu de n'importe quoi. La preuve, c'est que Yaoundé 5, si vous connaissez, Yaoundé 5 est en situation de léthargie. Mais au lieu de partir, de claquer la porte, il ne serait pas mieux de combattre de l'intérieur? Non, c'est pas toujours ça le problème. Vous savez, quand vous avez une barrière devant vous, il faut trouver des solutions. Donc il fallait qu'on mette en place une tribune pour pouvoir s'exprimer, pour apporter notre concours, notre contribution au développement de notre ville et du Cameroun. Vous partez en 2009, on vous voit ressurgir presque en 2017 avec l'acceptation de votre parti politique. Pourquoi avoir attendu ce temps? Pourquoi avoir attendu la veille des élections pour ressurgir? Est-ce que ce n'est pas là pour vous une occasion de gratter, si je peux utiliser ce terme, à gauche, à droite? Qu'est-ce qui vous motive exactement? Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est du soupçonnisme, du transfugisme à la limite. Je m'interroge. Vous êtes parti du rang de RDPC en 2009, si je me trompe. Oui. Et vous avez ressurgi en 2017 avec votre parti. Non, je ne ressurgis pas. Il faut savoir que déjà que depuis 2011, on a commencé un travail sur le terrain avec les universitaires à Yaoundé, notamment à Soa, avec les jeunes. On a essayé de mettre en place des cercles de réflexion. Et en 2014, on a introduit normalement notre dossier. Et il a mis 2 ans pour sortir. On l'a introduit le 16 octobre 2014. Il a mis 2 ans, jour pour sortir. Le 16 octobre 2016. Donc c'est vous dire, c'est pas nous qui avons voulu que ça sorte à ce moment-là, mais il se trouve que c'est sorti et bon, on en profite. Voilà. Et cela permet d'ailleurs de voir un peu au niveau de l'administration les difficultés que nous avons. Un parti n'a pas à mettre 2 ans. Et c'est toute une chaîne. Ça amène d'ailleurs à dire qu'il faut reformer, restructurer cette administration. Est-ce que vous serez candidat aux élections présidentielles? Nous avons annoncé que nous candidaterons à toutes les échéances. Qu'est-ce que vous apportez aux Camerounais? Ce que nous apportons au Cameroun, c'est notre dynamisme, c'est notre volonté, notre détermination, le partage, l'échange et la compétence. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas la compétence ailleurs? Ça dépend. Tel que les choses se passent aujourd'hui, il faut se poser des questions. Quelles questions il faut se poser? Y a-t-il... Est-ce que les ressources humaines, aujourd'hui, véritables, qui doivent être à une place précise, sont à cette place-là? Est-ce qu'il y a adéquation, profil, poste? Je ne pense pas. Toujours. Vous comptez apporter quoi, concrètement? Vous avez dit que vous apportez votre expertise, mais concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux Camerounais? Concrètement, c'est déjà l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que vous savez, au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, la première des choses, c'est que les conditions de vie soient améliorées. Le vivre ensemble n'est possible, en réalité, que si les gens se sentent bien dans leur peau. Donc, nous voulons créer un choc de confiance pour que les gens se sentent à nouveau camerounais. Parce qu'il y a cette question qui se pose, sommes-nous encore Camerounais au regard de l'actualité et des crises que nous vivons? Il faut donc un choc de confiance. Il faut que cette fracture générationnelle qui s'est installée et qui a entraîné, si vous voulez, la perte en fait de transmission du passé soit rétablie. Et il faut également que la fracture qui existe aujourd'hui entre gouvernants et gouvernés, qu'on la réduise. Ça, c'est l'ambition que nous avons. Il faut que nous soyons en phase avec les gouvernants. Il faut que nous soyons en phase avec notre mémoire pour que ce pays avance. Est-ce que vous êtes fan de sport? J'adore le sport. J'ai joué à une certaine époque à Tonnerre Calara Club, en junior. Vous regardez la Coupe du Monde? De temps à autre. Ok, nous allons vous proposer un élément qui revient sur la prestation des pays africains lors de cette Coupe du Monde Russie 2018. L'élément est fait par Junior Hussein. Depuis le 14 juin dernier, les différentes performances des équipes africaines, à savoir le Maroc, le Nigeria et l'Égypte, en compétition au Mondial 2018 en Russie, sont très critiquables jusqu'ici. Pour les Africains, c'est beaucoup plus une déception. On avait imaginé mieux, mais on est déçus. Nous avons constaté aussi la déception de nos représentants africains qui n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Certains fans pensent que la qualité de jeu des équipes africaines est très parentée au système de gouvernance dans les États africains. Le continent africain n'a pas encore pris conscience de ses valeurs,
n'est pas encore assez organisée. Je crois qu'à tous les niveaux, quand on parle même de sport dont vous êtes en train de parler, quand on parle de politique, quand on parle de quoi que ce soit, les Africains ne se sont pas encore vraiment préparés. La Coupe du Monde Russie 2018 a plutôt belle allure sur la chaîne de télévision Canal 2 International. Malgré les prestations un peu foireuses pour l'instant, les équipes africaines... Vraiment, nous apprécions ce que Canal 2 fait pour nous, même pour notre championnat ici, qui nous fait voir les meilleurs matchs, les top matchs. Ça me fait plaisir. Puis je me rends compte que Canal 2 ne cesse de nous surprendre. Déjà, ils ont commencé à nous diffuser mal de la Champions League. Et au vu de ce qu'ils sont en train de faire en ce mondial, le plateau technique, l'équipe, les commentaires et tout ce qu'ils mettent sur pied, vraiment, on dit merci aux promoteurs de cette chaîne. Sur Canal 2 International, nous avons eu l'occasion de voir presque tous les matchs. Et jusqu'au 15 juillet 2018, la passion du football est sur Canal 2 International. Toujours plus près de vous. Monsieur Jean-Paul Ngomo, on va revenir sur l'information politique. Oui. On a le président Paul Biya qui a fait une proposition de prolongation des mandats des députés et des conseils municipaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, au vu des échéances qui arrivent? Vous savez, compte tenu du contexte, je crois qu'il fallait s'y attendre. Hein. Il fallait s'y attendre parce que les crises que nous connaissons aujourd'hui génèrent des coûts énormes. Donc, et je crois d'ailleurs que c'est une très bonne idée non seulement pour le Cameroun, qui en est une élection en 2018, et je crois que pour le vivre ensemble que nous voulons, je crois que c'est une idée géniale. Vous savez, à l'heure actuelle, tous les partis voudraient qu'il y ait une espèce de coalition. Je crois que c'est le moment pour s'asseoir et penser à demain, de telle manière qu'on puisse avoir peut-être un président d'un bord aujourd'hui, et l'année prochaine, pourquoi pas, un premier chef de gouvernement de notre bord. Ce sera, je crois, une belle illustration du vivre ensemble que nous souhaitons tant. Et si on vous demandait maintenant de regarder cette caméra et d'adresser un message à vos militants, que leur direz-vous? Je leur dis déjà d'avoir confiance. Le travail que nous avons commencé est long, dur, et que je suis fier du travail qu'ils mènent, surtout à Douala 3e, avec la communauté Bazou, qui se bat bec et ongle. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer. Et qui doivent avoir confiance en l'avenir. Ils ne doivent pas se démoraliser. Tout est à venir, le meilleur est à venir. Monsieur Jean-Paul Ngomo, merci. Et nous espérons que vous allez faire votre chemin dans la politique et que votre nom sera gravé quelque part dans les annales. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. Nous espérons que vous êtes nombreux à nous écouter. Nous vous souhaitons un bon début de semaine, un bon dimanche et à nous revoir, s'il plaît à Dieu. Au revoir.